Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il est l'heure de faire le bilan lecture du mois de mai déjà. C'est assez fou. Au mois de mai, j'ai lu 7 livres. Commençons par La brique solénoïde de Mircea Catarescu. Ce Roumain complètement fou a fait le pari de réécrire sa vie s'il avait échoué en tant qu'écrivain. Et de là part le journal halluciné, comme c'est écrit en 4e de couverture, d'un narrateur complètement fantasque qui va ajouter de la fantaisie dans son quotidien, qui va expliquer des choses banales par des éléments presque magiques, par des pouvoirs, par une construction de la ville qui serait différente de ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est tout ça qu'il va y avoir dans Solénoïde. Pour être très franche, j'ai toute une vidéo parce que je commence une nouvelle playlist qui s'appelle Lecture XXL, dans laquelle je vais vous partager tout ce que je pense de ma lecture sur les gros pavés à chaque fois que je les lis. Et donc, c'est là où vous aurez vraiment toutes les informations sur Solénoïde, dont quelques spoilers. Mais pour vous en dire un peu plus, c'est une lecture qui m'a plu, mais que j'ai trouvé compliquée. Pourquoi ? D'abord parce que c'est extrêmement long, parce qu'il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre l'implication du texte, enfin, pour vraiment comprendre ce que l'auteur essayait de transmettre à travers son livre. Ici, ce qui m'aurait aidé, c'est d'être un petit peu plus curieuse dès le début et d'aller regarder un tout petit reportage de 10 minutes sur l'histoire de la Roumanie dans les années 70-80 pour comprendre le contexte et pourquoi l'auteur a tellement besoin de décrire cette ville, d'expliquer pourquoi elle est décrépite, décadente. C'est une forme de critique finalement du mouvement totalitaire, enfin du gouvernement totalitaire qui était en place à l'époque. Et j'aurais aimé aussi lire un article que je vous ai mis en commentaire, enfin en description, qui explique vraiment le parti pris de l'auteur, et ça m'aurait permis de donner plus de profondeur avant d'être au milieu du livre. Sinon, j'ai vraiment adoré la première partie du livre, je l'ai trouvé fantastique, j'ai vraiment pris mon temps avec, et c'était très très agréable. J'ai beaucoup moins accroché à la deuxième partie, et par contre pour la troisième et la quatrième, notamment parce que j'avais envie de finir et un peu peur de l'abandonner, alors que malgré tout j'avais envie d'aller jusqu'au bout pour voir jusqu'où irait l'auteur, j'ai lu plus vite. Et en fait, en lisant plus rapidement, c'est-à-dire de plus gros morceaux du livre en même temps, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux rentrer dans l'histoire, de m'accrocher aux personnages, de m'attacher aux personnages et de vouloir comprendre ce qui se passait. Donc c'est un livre qui m'a plu. C'est pas un énorme coup de cœur, mais c'était vraiment un bon moment et j'avais jamais lu quelque chose comme ça, donc je le classe un peu dans les ovnis. J'étais ravie de découvrir la littérature de Mircea Catarescu avec ce livre. Et si c'est un auteur que vous connaissez, je sais qu'il a écrit 30 bouquins déjà. Donc si vous avez d'autres œuvres de lui à me recommander, peut-être un peu moins longues pour la prochaine, je suis très curieuse parce que j'aimerais en savoir plus et voir ce que ça donne quand il parle peut-être moins de lui et qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une histoire un peu plus précise, un fil conducteur un peu plus clair, un peu plus rouge et plus facile à suivre. Donc un livre que je trouve chouette, mais c'est peut-être pas la meilleure introduction pour cet auteur parce qu'il est quand même ultra exigeant, j'ai trouvé. Ensuite, j'ai encore lu Kessel, parce que on a plein de livres de lui et du coup ça m'intrigue énormément. C'est un personnage très bizarre et ce livre, Le Lion, est très romanesque. Je l'ai trouvé écrit avec une plume absolument fantastique. J'ai trouvé le texte très touchant, l'histoire absolument dramatique et à la fois inévitable. J'ai adoré passer une semaine entière à le lire alors qu'il n'est pas très long, mais je l'ai vraiment dégusté. Et je me suis énormément attachée au personnage de la petite fille et du lion. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, Kessel a tendance à écrire sur des personnages qu'il a réellement rencontrés. Et ici, on se trouve au Kenya, dans une réserve naturelle, dans une famille avec un père, une mère et une petite fille. Et cette petite fille, elle oscille entre deux mondes. Un monde on pourrait targuer d'un peu plus sauvage, un peu moins civilisé, puisqu'elle est dans la réserve avec les animaux en permanence, et un monde très européen, où elle va prendre le thé avec sa mère dans des tasses qui sont très fines, en porcelaine. Cette petite fille trouve sa place avec les animaux. C'est là où elle se sent bien, elle a un lien particulier avec eux que tout le monde arrive à voir, que ce soit les villageois, son père et sa mère, qui essayent de se voiler la face. Et parmi ces liens avec les animaux, il y en a un qui est très particulier, c'est celui avec le lion, avec lequel elle a eu la chance de grandir. De ce lien va naître une amitié, un amour absolument magnifique entre la bête et la fille, et cet amour va poser problème. Je ne vous en dirai pas plus, parce qu'il faut lire ce livre, c'est absolument fantastique. Il y a
une discussion autour du devoir. Il y a des discussions aussi, j'imagine, en tant que parents, de ce qui est bon pour nos enfants, de ce qu'on a envie de leur offrir, et à la fois de laisser s'exprimer leur potentiel. C'est un livre que j'ai trouvé difficile parce qu'on n'a pas envie de lire la fin. Parfois, il y a des moments qui sont très touchants. Je me souviens notamment d'une conversation entre Kessel et la mère qui m'a énormément touchée, parce qu'on sent vraiment l'amour et la difficulté de la situation. J'ai adoré ce livre, vraiment, c'était un moment génial. Et je voulais parler un peu plus de Kessel parce qu'il revient régulièrement sur la chaîne. Et en fait, c'est un auteur qui est né en Argentine, de parents russes qui ont fui les persécutions antisémites. Donc il est juif, il grandit entre l'Oural et le Lot-et-Garonne. Lui, ensuite, il va faire des études de lettres classiques. Il était parti pour une carrière artistique, mais il y a eu la Première Guerre mondiale. Il s'est engagé volontairement dans l'artillerie, et dans l'aviation. Et en fait, par l'aviation, il va rencontrer tous les pionniers de l'aviation, à savoir Saint-Exupéry et Mermoz, qui vont devenir ses grands amis, et c'est un thème qui va énormément habiter certains de ses livres que je n'ai pas encore lus, malheureusement, mais j'ai vraiment hâte. À la fin de la Première Guerre mondiale, il entame une double carrière de grand reporter et de romancier, et c'est là qu'il nous offre beaucoup de livres sur les aventures qu'il a vécues, sur les personnages qu'il a rencontrés, plus ou moins glorieux, plus ou moins aimables, mais toujours avec des histoires absolument fantastiques. Et c'est vraiment des romans d'aventure, mais qui ont existé. Et c'est ça qui rend Kessel absolument fabuleux. Il n'a pas la plus belle des écritures, à part dans Le Lion, mais il raconte des histoires qui sont vraies, parfois un peu romancées, et qui nous offrent à voir un monde qui n'existe plus, un monde d'aventure. Il est très concentré, il a beaucoup d'histoires sur le continent africain, ce qui m'intéresse particulièrement puisque j'y habite, mais il a aussi des thèmes un peu plus vastes comme les alcooliques, avec les alcooliques anonymes et la fondation de cette association. On parlait donc de l'aviation, avec Mermoz, avec Saint-Exupéry. Il va vraiment parler de la Syrie, je vous l'avais présenté aussi il y a quelques mois, donc en Syrie, quand il avait fait un reportage, plusieurs reportages là-bas. Il a plein de livres, vraiment beaucoup. Il a même 2 livres de la Pléiade qui lui sont consacrés. Donc c'est un auteur français hyper intéressant et surtout qui a un style journalistique mais qui permet vraiment d'avoir un regard sur ce qui n'existe plus et je trouve ça toujours assez intéressant. Par la suite, j'ai décidé de lire de la dystopie qui fait partie de mes genres préférés. Je vous en ai fait toute une vidéo. Lors de ces lectures, je me suis permise d'aller piocher dans ma bibliothèque quelques livres qui me tentaient, que j'avais acheté exprès pour ça. Le premier, donc Le Palais des Rêves d'Ismail Kadare, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je n'arrête pas d'y penser. Je ne peux pas arrêter d'y penser, il me donne énormément envie de lire Le Château de Kafka, qui apparemment est une exploration de l'administration et de son absurdité. Dans ce livre, on va suivre Marc Allen, qui va faire partie d'une famille qui a beaucoup de pouvoir dans un empire ottoman qui aurait pris quasiment toute l'Europe. Et cet empire s'appuie sur le gouvernement, dont la famille de Marc Allen a les rênes, et sur un palais qui s'appelle le Palais des Rêves. Dans le Palais des Rêves, comme son nom l'indique, on étudie les rêves de la population. Ici, la dystopie utilise comme données les rêves de sa population. Donc tous les matins, tout le monde, s'il a eu un rêve, va le déclarer auprès du bureau des rêves qu'il y a dans son village. Ces rêves sont acheminés jusqu'au palais, où ils vont être triés, organisés, archivés, puis analysés, et une fois par semaine, on trouvera ce qu'on appelle le maître rêve. Le maître rêve, c'est ce grand rêve qui annonce la mise en péril du gouvernement en place. Évidemment, s'en suivent des décisions, des petites choses un peu trop pas cool qu'on fait à des personnes parce qu'on n'est pas content de leur rêve ou parce que leur rêve n'était pas assez clair. C'est une dystopie qui est presque trop rapide pour faire peur, mais elle nous laisse perplexes parce qu'à la fin, c'est un peu une fin à la 1984, je trouve, j'en dirais pas plus. Et cette fin m'a laissé une image et une espèce de frayeur dans le cœur qui m'habite encore aujourd'hui. Et ce livre qui pourtant n'a pas été un énorme coup de cœur, je n'arrête pas d'y penser parce qu'il y a des réflexions sur quoi est-ce que le pouvoir s'appuie, comment savoir si on fait partie du système ou pas, lorsque les tâches sont tellement découpées qu'on ne sait même plus à quoi on participe. Est-ce qu'on est vraiment capable d'avoir une pensée critique sur ce qui se passe, le poids de l'argent et du pouvoir dans la famille, et puis ce qu'on est prêt à sacrifier pour une idée, pour une idéologie. Donc vraiment, ce livre, je l'ai trouvé génial. Je vous le recommande parce que moi, il m'habite encore, et je pense qu'il va m'habiter encore longtemps, et que je vais le relire. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. Ensuite, 2084 de Boualem Sansal, qui fait, rien que par son titre, un grand appel, une grande référence à 1984 de George Orwell, sauf que dans ce livre,
Le régime totalitaire est un régime totalitaire religieux. Ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Ati. Au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qui se passait. Ati était très malade, il avait la tuberculose, donc on l'a envoyé dans un sanatorium aux confins du pays, ce pays qui a l'air d'habiter toute la Terre. En revenant du sanatorium, après avoir été guéri, pendant 1 an, il va marcher jusqu'à retourner chez lui. Et sur ce chemin, il va rencontrer des gens, il va apprendre des choses et il va commencer à se poser des questions. Je pense que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Rentrez dans ce livre. J'ai adoré l'exploration de comment est-ce que la religion peut devenir un outil d'asservissement des peuples lorsqu'elle prend le pouvoir, le gouvernement d'un pays. Je pense aussi qu'il est très important de lire Boualem Sansal actuellement, puisqu'il est emprisonné en Algérie pour ses écrits et pour ses dires. On peut être d'accord, pas d'accord, liberté d'expression, c'est quand même quelque chose d'assez important lorsqu'on est français, donc je trouve ça très triste. Mais ce livre m'a énormément touchée sur plusieurs thèmes. Le premier, ce serait le fait que le pouvoir s'auto-entretient. Qu'une fois que quelque chose a été lancé, qu'un mouvement a été lancé, en fait, les gens sont un peu bloqués dans une espèce de routine où ils vont faire les choses qu'ils ont à faire sans vraiment se poser de questions et devenir prisonniers même s'ils ont le pouvoir. Parce que pour conserver le pouvoir, il faut continuer à l'appliquer et pour continuer à l'appliquer, il faut suivre les règles. Il y a aussi une vraie réflexion sur l'histoire, l'importance de l'histoire, le fait de la conserver, l'importance des musées, l'importance des écrits, l'importance de l'alphabétisation. C'est un livre qui est plein de réflexions. Et la phrase que j'ai envie de garder en tête, parce que je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire de toujours se poser des questions, c'est une fois lancée, la machine du doute ne s'arrête jamais. Et je pense que c'est très vrai pour tout et que c'est absolument nécessaire de l'appliquer au quotidien. Une fois qu'on commence à se poser des questions, ça nous permet de remettre les choses au clair, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Est-ce que c'est juste ou pas. Et dans un contexte où on voit l'alphabétisation qui diminue, où les gens apparemment lisent moins, je trouve que c'est très important et très nécessaire de lire ce genre de livre pour se rappeler jusqu'où on pourrait aller si on se laissait aller et si on prenait les mauvaises décisions. C'est un livre qui est un peu effrayant, je trouve, par son cynisme, par le ton qui est pris de presque obligation du pouvoir à évoluer dans ce sens. C'est un livre qui pose énormément de questions sur la religion et comment est-ce qu'elle peut être utilisée en tant qu'outil. J'ai aucun problème avec les religions, aucun. Par contre, le fait que ça intègre un gouvernement, ça je trouve ça dangereux. Et puis j'ai trouvé que c'était aussi intéressant sur la question de la religion, non pas en tant que croyance, mais vraiment en tant qu'outil, donc je me répète, parce qu'ici, en fait, on n'a pas forcément besoin de croire, on a besoin d'appliquer, on a besoin de faire les 9 prières par jour, d'aller dénoncer ses camarades, on a besoin de faire partie des jeunesses religieuses, etc. On n'a pas besoin de croire, on a besoin d'apparaître comme croyant. Et c'est deux choses qui sont vraiment différentes et c'est pour ça que je trouve que c'est pas une critique de la religion en soi, mais de comment elle est utilisée en tant qu'outil. Bref, j'ai adoré ce livre, je le relirai pour sûr et il m'a vraiment motivé à relire 1984, qui est un de mes livres favoris, auquel il rend bien hommage avec un angle de vue qui est différent et qui n'aurait pas été pris par George Orwell, donc j'ai trouvé ça fantastique. J'avais un peu peur, j'avoue, que ce soit trop proche de 1984, mais en fait pas du tout, il s'en détache et lui rend hommage de façon très jolie à travers tout le roman, donc bravo à lui. Après avoir fini 2084, j'avais envie de lire plus de Boualem Sansal et j'ai décidé d'écouter Le Train de Erlangen parce que c'était un audiobook qui était disponible. Ce livre audio, je pense que ça n'était pas la meilleure façon de découvrir ce livre, clairement, mais après, moi, je préfère quand même lire qu'écouter, si parfois c'est assez pratique, et qu'il y a certains livres audio qui sont très très bien faits, je l'avoue, et voilà. Mais dans Le Train d'Erlangen, j'ai beaucoup aimé la construction du récit, avec ces récits de deux femmes superposées. On a du mal à savoir si c'est la même personne ou pas, la même temporalité ou pas. Mais pour vous raconter un peu, ce livre est divisé en deux parties. Une rédigée plutôt par la mère, la seconde plutôt par la fille. Et l'idée ici, c'est que la mère confie ses mémoires à sa fille et elle va les cacher dans la maison parce qu'elle attend un train qui doit venir les emporter, elle et tout son village. Son village qu'elle a créé, qu'elle a fondé, puisqu'elle est la directrice de l'entreprise de biscuits internationale aujourd'hui qui gère cette ville, qui l'a achetée et qui en a fait une utopie. À travers tout ce récit, elle va explorer, encore une fois, le totalitarisme de la Seconde Guerre mondiale avec le train, mais aussi une forme de religion qui prendrait trop de place, selon l'auteur, dans la vie publique. C'est un livre que j'ai trouvé beaucoup plus stéréotypé sur l'islam, clairement, beaucoup plus critique, beaucoup plus franc et acerbe. J'ai quand même trouvé ça intéressant parce que ça pose des questions, ça suscite des questions, et c'est un débat qui est aujourd'hui très délicat, dans lequel je ne souhaite pas rentrer,
mais je trouve ça important d'avoir aussi des paroles qui transgressent la bienséance parfois, pour juste pouvoir se poser la question. Et comme je disais dans ma vidéo sur les dystopies, pour moi il est très important de pouvoir se poser la question. La liberté d'expression, bien sûr toujours dans le respect, mais si on s'empêche même de poser la question parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pas respectueux, etc., je pense qu'on va au-devant de certains problèmes. Peu importe la religion, peu importe les croyances, peu importe l'idéologie politique que l'on soutient, je pense qu'il est toujours très important de pouvoir écouter des paroles contraires à ce que nous pensons, de pouvoir lire des choses qui vont à l'encontre de ce que l'on pense, parce que parfois on peut être surpris et se rendre compte qu'on n'est pas totalement en désaccord et qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes à prendre partout. Parce que la vie, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Voilà. J'ai moins aimé ce livre parce que voilà, je l'ai trouvé moins délicat dans l'écriture, j'ai trouvé que c'était moins suggestif sur certains sujets qui mériteraient peut-être de l'être, selon moi, mais j'aime bien être bousculée et du coup, c'était quand même une lecture qui était agréable. Parce que j'ai lu ce livre, j'ai eu envie de lire La Métamorphose, parce que tout au cours du livre, il parle de la métamorphose de Kafka, que j'avais déjà lu, qui ne m'avait pas du tout plu à l'époque parce que je n'en avais pas bien saisi le sens et je me suis dit que c'était le moment de le relire. Je l'ai fait et bien sûr, à la deuxième lecture, j'ai beaucoup plus apprécié. C'est pas un livre qui me touche énormément et je pense pas que Kafka sera un auteur qui va me toucher comme certaines personnes qui adorent Kafka, mais c'était vraiment... comment dire, ça prenait beaucoup plus de sens de le lire après avoir lu Le Train de Erlangen. Dans La Métamorphose, on suit un jeune homme qui s'est transformé en énorme cafard. Et ce cafard se réveille un matin et se rend compte qu'il est en retard pour le travail. Et il se voit, et il se rend compte qu'il n'est plus comme d'habitude, que son ventre ressemble à un abdomen d'insecte, mais en gros. Et il a la voix qui change, et il a sa famille qui est de l'autre côté de la porte de sa chambre, et qui va réagir à cette transformation. Le livre est extrêmement court, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, à part le fait que ça explore des thèmes de ce que la société fait de nous. On le voit dans la transformation des parents lorsqu'ils ont un emploi ou pas, dans la critique que l'on va pouvoir faire des gens en fonction du fait qu'ils aient un travail ou pas. Et puis, on va voir à quel point l'emploi, l'industrialisation, qui est ici critiquée par Kafka, va modifier la vie des gens et va les rendre inhumains. Et à la fois, si vous n'avez pas d'emploi, vous êtes sorti de la société. C'est un livre qui est très étrange, je pense que je devrais en lire des analyses. C'est pas un livre que je trouve très accessible, pour être totalement honnête avec vous. J'aime bien le lire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à aller chercher, mais je pense que je vais lire regarder ou lire des analyses sur le livre parce que il manque, je pense, beaucoup de points d'histoire. Je sais qu'il critique l'industrialisation, que c'est un juif qui a été persécuté pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il était vraiment... C'est un personnage triste, Kafka, et qui détestait, je pense, l'époque dans laquelle il vivait, et ça se sent. Mais c'est vrai que les images et les métaphores qu'il utilise, je pense qu'on n'a pas donné le mot, enfin, on n'a pas créé l'adjectif kafkaïen pour rien. Je pense que c'est très lui dans son écriture, mais je pense que j'ai besoin d'aide sur cette lecture. Donc, si vous avez des recommandations d'analyse, je les prends. Si vous avez des analyses, je les prends également. Je pense que c'est un livre à lire, puisque c'est un classique, et que c'est toujours bien de se faire son avis. Mais j'avoue, j'ai pas trouvé ça très accessible. En revanche, ça allait très bien avec Le Train de Erlangen pour comprendre pourquoi elle parle de métamorphose, pour comprendre la vision, enfin l'analyse de Boilem-Sansal sur la métamorphose de Kafka, qui serait donc l'impact de la société sur les gens et ce qu'elle en fait, ce qu'ils deviennent et les conséquences une fois qu'on a été abîmé par cette société. Et parce que quand même, Boilem-Sansal pense qu'il y a un peu d'espoir, il parle aussi dans Le Train d'Erlangen du traité sur la désobéissance civile de Henry David Thoreau, qui est un philosophe américain qui s'est vigoureusement opposé au gouvernement américain lorsqu'il était esclavagiste. Et dans ce petit traité sur la désobéissance civile, lui, il propose de ne pas voter si on n'est pas en accord avec le système, puisqu'on ne peut pas, comme le dit Audre Lorde, utiliser les outils d'un système qu'on déteste pour construire un nouveau système qu'on aime. C'est comme ça en tout cas que je l'ai compris. Il propose également de ne pas payer ses impôts pour ne pas financer un système pareil qui va conduire des actions qui ne sont pas celles alignées avec nos valeurs. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il nous appelle à penser d'abord comme des humains avant d'être des sujets dans un système. Et c'est là où il fait la différence entre la morale et la justice. La justice fait partie du système et aide le système à s'asseoir, tandis que la morale, l'éthique, c'est ce que nous décidons, nous, en tant qu'humains, de ce qui est bon ou pas. Et c'est deux choses
qui pour lui ne sont pas du tout alignés, ou en tout cas pas tout le temps. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et puisque j'étais partie dans les dystopies, je me suis dit autant lire le dernier livre de Julia Naudampoli, L'heure des prédateurs, qui vient d'être publié chez Gallimard. Et j'ai été extrêmement déçue. Voilà. J'avais lu Le Mage du Kremlin de lui, et je pensais que c'était une romantisation des prédateurs qu'il présente ici, donc des manias de la tech et de ceux qui possèdent notamment l'intelligence artificielle. Je m'attendais à ce qu'on nous parle énormément d'intelligence artificielle, je m'attendais à ce qu'on nous présente des réflexions hyper poussées, et j'ai trouvé que c'était un livre un peu feignant. Voilà. C'est peut-être un peu violent de dire ça, mais par exemple, il va citer des personnages qui sont censés être connus, un tel, et il ne va pas donner la citation comme si tout le monde devait le savoir. N'étant pas journaliste politique, contrairement à lui, je n'ai pas toutes les références en tête, n'étant pas une férue des géopolitiques, toujours pas, et puis n'ayant pas une mémoire extensible, et n'ayant pas de don de télépathie, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Giuliano. Donc ça, j'ai trouvé ça feignant. Et surtout, je m'attendais à ce qu'on nous parle de l'IA en tant qu'outil au sein du gouvernement, et en fait, pas du tout. On nous parle énormément du fait qu'on est passé d'un système, de gouvernement dirigé par des hommes mûrs, avec de l'expérience de vie, par des gouvernements dirigés par de jeunes hommes qui ont surtout l'argent en tête et qui jouent avec les pays comme ils joueraient à des jeux vidéo. Voilà, ça m'a pas touché, ça m'a pas ébranlé, clairement. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant, juste le dernier chapitre avec l'utilisation de Waze et comment ça pouvait défigurer certains territoires. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'encore une fois, il parle du château de Kafka, donc le thème revient et revient encore. Je suis dégoûtée parce que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Donc je note la prochaine fois que je vais dans une librairie qui vend des livres français d'acheter le château de Kafka. Et il parle aussi du comportement borgien de ces nouveaux dirigeants, ces manias de la tech. Et ça tombe bien, parce que j'ai 3 livres qui parlent des Borgia dans ma bibliothèque et que j'ai très envie de lire. Le premier, c'est Les Borgia d'Alexandre Dumas. Le deuxième, c'est Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Et le troisième, c'est Le Prince de Machiavel. Donc je les garde pour pouvoir faire suite à ce livre. Mais c'était clairement pas un coup de cœur et je le recommanderais même pas, je pense. Si vous l'avez lu et que vous avez un avis contraire, je suis preneuse. Peut-être que j'ai pas assez d'informations. En ayant parlé avec une autre personne qui l'a lu et qui a plus d'informations, qui suit vraiment la géopolitique, quand on connaît la géopolitique, on n'apprend pas grand-chose non plus. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu feignant. C'est que ceux qui connaissent suffisamment n'apprennent rien et ceux qui connaissent pas suffisamment, il n'y a pas assez... C'est pas assez fourni, c'est pas assez argumenté pour qu'on apprenne vraiment quelque chose. Il y a quelques trucs qui nous marquent, mais c'est tout. Donc voilà, donc pas génial. Eh bien, c'est tout pour moi. Mais, avant de finir, j'aimerais quand même, au cas où il y en ait certains que ça puisse motiver, vous dire que le mois de juin, pour moi, sera consacré à la lecture de Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Donc je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que, une fois par mois, je vais lire une grosse brique, et cette fois-ci, je lis donc Crimes et Châtiments de Dostoïevski. Donc s'il y en a certains que ça peut motiver, parce que c'est juin, c'est les vacances, il fait beau dehors, mais vous avez envie de lire un truc triste, lourd, compliqué, rejoignez-moi. Et on pourra en parler en commentaire dans la prochaine vidéo que je publierai du vlog Lecture XXL sur Crimes et Châtiments. Voilà. En attendant, si vous êtes encore là, merci. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, ça fait toujours plaisir. Et je vous revois la semaine prochaine. Bye bye!